All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Lundi, la première question du Calling All Devs a été pour Chad McKinney et concernait la persistance de notre position lors de la déconnexion, car pour l'instant, quand on se reconnecte, on réapparaît à Grimex ou à Port-Olissard. C'est un bug connu qui a été corrigé pendant un temps en interne et ils ont essayé de le corriger pour la 3.0.1 sans succès. Ils ont personne qui travaille dessus parce qu'ils n'ont pas le temps pour le moment, mais il nous dit que ça devrait être corrigé pour la sortie de la 3.1 sans rien promettre. Pour la deuxième question, Discolando y a répondu directement et ça concernait les personnages différents qu'on pourrait utiliser en cas de mort de l'un d'eux. Et pour l'instant, ils ont aucun plan pour travailler là-dessus cette année. Troisième question pour Will Maiden concernant les mécaniques de scan. Pour la première implémentation de cette mécanique de jeu, il y aura deux phases. D'abord une phase de localisation de ce que vous recherchez et ensuite une phase d'analyse de ce que vous avez découvert. Et ces deux étapes-là seront la phase préliminaire de certaines mécaniques de jeu comme la récupération d'épaves et le minage et certainement d'autres. Quatrième question ensuite pour Kirk Tom concernant l'état du Banu Merchantman. Alors désolé pour ceux qui l'attendent, mais ils n'ont pas avancé du tout dessus depuis la dernière fois qu'on l'a vu et ils n'ont pas prévu de travailler dessus en 2018. Cinquième question pour Tyler Whitkin qui s'amuse avec un reclaimer à qui on a demandé pourquoi on doit aller sur Reddit, sur Twitter, sur Facebook pour avoir des infos essentielles qui auraient dû être postées directement sur Spectrum. Il a répondu un peu à côté en disant qu'ils utilisent tout le panel d'outils communautaires à leur disposition pour échanger avec la communauté sans vraiment répondre à la question de base. Par contre, il nous dit qu'ils vont préparer une solution pour bientôt afin de permettre à la communauté d'inviter directement les employés de CIG à participer aux créations de la communauté comme les streams Twitch ou les vidéos YouTube. Leur post de mardi était la retranscription d'un débat concernant le nom du futur parc de la ville de Jata sur Davian 2. Les historiens de la ville ont longuement débattu et ils ont fini par voter pour que ce parc soit nommé en l'honneur de Anna Chan. Et ça fait des mécontents. Anna Chan était la PDG de Aegis Dynamics de 2643 à 2708. C'est grâce à elle qu'Aegis a pu faire d'énormes progrès et l'humanité lui doit beaucoup d'innovations. Des verrières de cockpit stratifiées avec du diamant qui ont réduit les accidents de pilotes aspirés dans l'espace à la moindre fissure, jusqu'au croiseur de classe Javelin qui permet à l'humanité de tenir tête au Vendoul. Sauf que voilà, en 2545, dans la ville de Jata, il y a eu une série d'attentats qui ont amené à la création d'un poste de leader suprême proposé par Ivar Messer et auquel il a immédiatement accédé. La population se doutait déjà un peu que c'était lui le commanditaire des attentats pour justifier sa prise de pouvoir. Et après ça, ça a été 2 siècles et demi de dictature pendant lesquels Aegis a tenu le rôle de fournisseur d'armes officielles du pouvoir en place. Anna Chan était une des plus proches amies d'Iliana Messer, la 6e dirigeante de l'Empire, et elle a signé d'énormes contrats d'armement avec elle, en sachant pertinemment que les armes produites seraient utilisées sur des populations civiles dissidentes, et c'est ce qui s'est passé pendant des décennies. Donc évidemment, beaucoup de citoyens voient mal qu'on nomme un lieu public à son nom. En même temps, si j'étais londonien et que mes grands-parents étaient morts sous les bombes des bombardiers Heinkel 111 en 1941, si après ça on venait me demander mon avis sur le fait de nommer un parc londonien au nom de Ernst Heinkel sous prétexte que sous sa direction, les ingénieurs de son entreprise ont réalisé des prouesses techniques comme le premier avion à réaction, je pense que je serais pas d'accord non plus. Toujours mardi, Clive Johnson a répondu à une question sur Spectrum concernant une fonctionnalité de la 3.4, le serveur meshing, autrement dit la fusion de serveurs. Avec la première itération de ce système, il y aura un serveur de jeu pour chaque partie du système Stanton, un pour Olissard, un pour Grimex, un pour Yela, etc. Et on sera migré de façon transparente d'un serveur à l'autre pendant les sauts quantiques ou si on a le courage de faire les voyages spatiaux à vitesse normale. Pour la première itération de ce système, les serveurs américains, européens et australiens seront séparés et on aura toujours plusieurs instances par région. Ce système leur permettra aussi d'activer ou désactiver les serveurs de jeu en fonction de la présence ou l'absence de joueurs dans certaines zones de l'espace. Et il en profite pour rappeler que leur objectif final, c'est bien d'avoir un seul et même terrain de jeu pour toute la communauté. Pas d'émission mercredi, donc on passe directement à la Round the Verse de jeudi qui portait sur les derniers progrès sur l'Idris de Squadron 42 et plus précisément de la vie des PNJ au sein de ce vaisseau. Ils ont dit peu après la présentation de Squadron 42 en 2017 que toutes les cinématiques qu'on y a vues ne sont pas préfabriquées mais réellement jouées par des PNJ en action, tous commandés par une intelligence artificielle à subsomption. Dans cette émission, ils se sont un peu plus attardés sur le sujet et c'est plutôt poussé. Tout d'abord, les PNJ qui composeront l'équipage de l'Idris auront chacun un métier. Officier de pont, technicien sur le pont d'envol, mécanicien en charge des vaisseaux, mécanicien en charge de l'Idris, artilleur, responsable de l'entretien, infirmier, garde, marines et sûrement encore d'autres. Donc évidemment, les actions des PNJ dépendront de leur rôle. Par exemple, les mécanos répareront spontanément les vaisseaux et l'Idris en allant chercher les composants à remplacer dans la salle de stockage. Les officiers de pont iront spontanément s'installer aux terminaux de contrôle du vaisseau pour superviser l'activité du vaisseau. Les gardes feront spontanément leur garde, leur ronde, leur entraînement et même leur jogging, etc. Les PNJ pourront également interagir entre eux. Ils discuteront ensemble à la cantine, travailleront ensemble sur leurs tâches, se déplaceront ensemble dans les couloirs du vaisseau, et comme au sein de l'équipage, il y aura une hiérarchie, ils pourront se donner des ordres. Par exemple, la quartier maître de l'Idris aura vraiment ses activités de quartier maître, et on la verra vraiment se déplacer dans l'Idris, vérifier les stocks, les armes et superviser ce que font les PNJ.
Ensuite, tous ces PNJ auront un planning. En fonction du jour et de l'heure, les activités des PNJ varieront. Par exemple, un marine sera toujours des sessions de sommeil et des passages à la cantine, mais parfois il sera de ronde, de garde, en entraînement au tir ou en train de courir, et parfois il sera de repos et passera plutôt son temps sur les machines d'arcade. Au milieu de tout ça, le comportement des PNJ pourra être modifié avec des événements spéciaux, par exemple en cas d'incendie ou en cas d'arrivée de prisonniers. Juste avant leur arrivée, qu'on a vu dans la démo, le marine qui vient les accueillir était en train de monter la garde, et c'est cet événement qui l'a notifié de devoir changer sa mission et sa routine. Et d'ailleurs après, on le voit pas, mais il va réellement préparer les cellules pour les prisonniers avant de repartir monter la garde. Enfin, au milieu de tout ça, il y aura vous qui pourrez interagir, discuter avec les PNJ, et ils auront tous leur opinion vous concernant. Si vous en frappez un, il pourra plus vous saquer et ne vous saluera plus. Si vous lui ramenez un truc récupéré durant une mission, il sera amical avec vous suivra parfois dans le vaisseau et aimera discuter avec vous pour vous apprendre les derniers potins. Si vous regardez un équipement de l'Idris pendant suffisamment longtemps, on l'a vu pendant la démo, un PNJ à côté de cet équipement vous en parlera. Ils pourront aussi vous faire un petit commentaire sur vos exploits ou vos échecs dans votre dernière mission, ou carrément engager la conversation dans les couloirs comme on l'a vu pendant la démo. Sauf si vous schlinguez. C'est pas une blague. Si vous vous douchez pas régulièrement, vous aurez droit à des réflexions et certains PNJ voudront pas vous parler. Toutes ces évolutions sont génériques et facilement applicables à tous les PNJ, aussi bien des gradés que des PNJ pas importants. Et à l'avenir, ils devraient du coup être capables de faire plus de scènes d'interaction comme celle du briefing, pour renforcer l'aspect cinématographique du jeu. Toujours sur Squadron 42, après la démo de décembre 2017, ils ont traqué beaucoup de bugs et effectué beaucoup d'optimisations qui sont répercutées sur Star Citizen. Les plus gros progrès ont été faits sur les animations et sur les squelettes des personnages. Ils ont développé une solution de debug visuel pour pouvoir voir quand ces squelettes sont mis à jour inutilement, sans aucun changement visible. Ils travaillent aussi sur l'Object Container Streaming. L'objectif de cette techno est de pouvoir à terme charger et décharger des portions entières de systèmes planétaires au fur et à mesure qu'on s'y déplace, ce qui permettra d'augmenter considérablement la taille de la zone de jeu sans surcharger la mémoire vive et le processeur et sans temps de chargement. Ils se concentrent actuellement à retravailler le système d'entité pour que son code soit exécutable en parallèle. Au spawn d'un véhicule par exemple, il y a environ 450 étapes à effectuer avant que le véhicule apparaisse vraiment, et ils doivent donc s'assurer que chacune de ces étapes puisse s'exécuter sans bloquer la même étape sur une autre entité en cours d'apparition. Concernant le Mobiglass, celui de Squadron 42 sera une variante militaire un peu différente avec des éléments esthétiques inspirés de science-fiction et des affichages tête haute réels. Ils y ont ajouté de nouvelles données et ont amélioré le système de navigation pour le rendre plus ergonomique. Concernant les animations, ils continuent d'en intégrer de nouvelles, ils fignolent celle de l'armurier et ils améliorent celle du joueur lorsqu'il va ramasser des objets. Vendredi, l'émission Reverse the Verse est revenue sur les mécaniques de jeu que sont le réapprovisionnement de munitions, de carburant et la réparation suite à la présentation du Aegis Vulcan. Pourquoi choisir un Vulcan plutôt qu'un vaisseau spécialisé comme un Starfarer ou un Crucible? Déjà pour son caractère versatile. Même si vous choisissez de vous spécialiser sur tel ou tel rôle, vous pourrez en changer après un tour en ville. Ensuite le coût, déplacer un Vulcan sera moins cher qu'un vaisseau spécialisé. Le risque, emmener un Vulcan au milieu d'un champ d'astéroïdes, ça se tente alors qu'un Crucible, pas trop. Et enfin la demande, payer un Starfarer à la rescousse ça coûtera cher, mais un Vulcan beaucoup moins. On pourra piloter le vaisseau seul mais c'est un vaisseau pour 3, donc on pourra pas tout faire en même temps et il faudra prendre des décisions. Une grosse partie de la vie de pilote de Vulcan consistera à vous renseigner sur les bons plans de matos à acheter pour rendre votre activité rentable. On passera du coup beaucoup de temps à faire des allers-retours entre les lieux d'achat et les sites de réparation, car la soute est pas non plus très grande. Enfin, le Vulcan ne fera pas partie des vaisseaux créés cette année. Concernant la réparation, on apprend qu'il y en aura deux sortes, sur la coque et sur les composants. Pour la coque, ça consistera à boucher les trous avec du métal liquide, et pour les composants, ça consistera à les extraire pour les remplacer, même s'ils savent pas encore comment ça va se passer pour les composants internes. Will Maiden a lâché une petite info concernant les systèmes de refroidissement. Si on vole trop près d'une étoile, ça les endommagera, et c'est typiquement le genre de choses qu'on pourra demander via un appel de détresse. Combien de vaisseaux on pourra réparer avec un Vulcan, ça dépendra bien sûr des dégâts et du vaisseau. Vous pourrez potentiellement tout réparer, du M50 au Javelin, mais ne vous attendez pas non plus à pouvoir reconstruire entièrement la moitié manquante d'un Caterpillar. Aussi, on pourra réparer un Vulcan avec ses propres drones. Concernant les munitions, il n'y en a pas beaucoup de variétés, donc même si on doit en prendre plusieurs types dans la soute, ça devrait pas poser problème. Il y aura peut-être aussi la possibilité, plus tard, de créer des munitions sur place avec les bonnes ressources. On pourra réapprovisionner les autres vaisseaux en carburant, mais on pourra pas en récolter comme le Starfarer. Et ça servira pas à grand chose puisque de toute façon, les réservoirs du Vulcan sont plutôt petits, et on l'appellera à la rescousse plutôt pour des urgences que pour des grosses quantités. Contrairement à ce qui a été dit la semaine dernière, on pourra bien sortir les 4 drones en même temps. Par contre, on pourra en piloter que 2 à la fois, avec les 2 stations, pendant que les 2 autres, s'ils sont sortis, seront en mode automatique. Le Vulcan n'aura pas les mêmes drones que le Karak ou le Reclaimer, donc on pourra pas les interchanger. On n'aura pas non plus de drones saboteurs pour faire son vicieux et endommager le vaisseau à réparer. Les vaisseaux devront plutôt être immobiles pour que les drones fassent leur travail, car ils auront une vitesse maximum. Il faudra peut-être aussi baisser les boucliers du vaisseau car ça pourra les ralentir lors de leur réparation. Enfin, ils pourront opérer en atmosphère, mais n'auront rien pour se défendre en cas d'attaque.
Samedi, CIG a mis à jour le planning de la progression de la 3.1. Au niveau des bonnes nouvelles, l'outil de customisation des personnages, les améliorations des affichages tête haute, le rééquilibrage du modèle de vol et toutes les armes sont finis et en train d'être peaufinés. Les améliorations de la techno pour les planètes procédurales, le pilotage des vaisseaux par les PNJ, le système de balise de détresse et les améliorations pour les performances avancent correctement. Par contre, pour les vaisseaux, je pense qu'ils ont vu un peu gros et qu'on n'aura pas les 4 vaisseaux promis pour la 3.1. Et la grosse mauvaise nouvelle de la semaine, c'est le bind culling qui n'a pas avancé et qui a été repoussé à la 3.2 en juin. Donc dans cette 3.1, le framerate sera probablement pas mieux. C'est dommage vu que l'optimisation de la 3.0 c'était l'objectif de cette mise à jour. Enfin, l'info arrivera peut-être un peu tard, mais ce week-end, c'est la dernière fois où on pourra acheter Squadron 42 pour 15$ en ayant déjà Star Citizen. Et pour finir, cette semaine, le projet vient de passer la barre des 179 millions de dollars. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.